Ah, non sento niente adesso. Buonasera a tutti. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. La bienvenue la plus cordiale depuis Courmayeur, le siège de la Fondation Courmayeur-Mont-Blanc. Je suis le président de l'Observatoire sur le système montagne Laurent Ferretti de la Fondation Courmayeur. Je m'appelle Roberto Ruffier. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre en ligne pour la présentation de la revue Arcalp. Aujourd'hui, cette journée a été très difficile pour nous tous à cause des nouvelles dramatiques depuis l'Ukraine. Avec la rédaction d'Arcalp, nous avons décidé quand même de confirmer cette rencontre. La réponse la meilleure aujourd'hui est celle de continuer à mener à bon port, dans les meilleures conditions, son propre travail. Voilà pourquoi nous commençons nos travaux, nous entamons nos travaux. Avant de passer le micro à nos intervenants, je tiens à signaler un thème qui figure dans le nouveau numéro d'Arcalp et qui est ressorti dans nombreux projets présentés dans la revue. Le thème de la construction d'une nouvelle manière d'habiter les Alpes, vu le patrimoine historique alpin. La nécessité, la perspective, la nécessité de travailler pour permettre aux Alpes d'être vivables, pouvoir les habiter, pour régénérer les territoires alpins, même au quotidien. Eh bien, la montagne est choisie par les personnes comme un endroit dans lequel habiter, non pas comme un endroit à consommer. Une montagne pour relancer l'agriculture de montagne, l'élevage, pour développer de nouvelles énergies pour les territoires alpins, pour renforcer les services de proximité, pour faire naître des centres pour la culture, pour la vie sociale, pour faire renaître les patrimoines historiques existants. Comme vous le savez bien, il s'agit là des thèmes sur lesquels nous travaillons en tant qu'observatoire de la Fondation et sur lesquels nous allons échanger. Et j'espère que l'on pourra se rencontrer à l'avenir sur ce thème. Permettez-moi de vous informer à propos des activités en cours de la Fondation. Eh bien, le 13 février, on a clôturé l'exposition sur les architectures contemporaines dans les Alpes occidentales italiennes, une exposition qui a été organisée en collaboration avec le Politecnico de Turin, avec l'Ordre des architectes de la Vallée d'Aoste et avec le Conservatoire bien culturel de la région de la Vallée d'Aoste. Malheureusement, à cause de la pandémie, on n'a pas pu organiser les activités que l'on avait prévues dans le cadre de notre exposition. On n'a pas pu organiser de rencontres publiques, on n'a pas pu organiser des visites pour les étudiants. L'exposition a remporté un grand succès. Elle poursuit son chemin. Et c'est l'architecte Dini qui va vous informer là-dessus. Parallèlement, ces derniers mois, l'activité de recherche sur la régénérescence du patrimoine bâti sous-estimé de la vallée d'Aoste, en collaboration avec le Politecnico de Turin et avec l'architecte Roberto Dini. Fin décembre, la première bourse d'études a été conclue, financée par la Fondation Courmayeur sur ce thème. Christian Dallaire a
compléter une première reconnaissance sur le territoire valdotin. Ces premiers résultats et le projet de recherche tout entier seront présentés fin mai aux élus de la vallée d'Aoste à l'occasion d'une rencontre que nous allons organiser à Ost en collaboration avec CELVA, le consortium des collectivités locales de la vallée d'Aoste. Eh bien, la collaboration avec le CELVA a concerné l'activité de recherche tout entière. Et d'ici peu, nous allons souscrire un nouvel accord de recherche avec le Polytechnico de Turin, avec le CELVA et avec la Fondation Courmayeur. Je vous signale encore 3 activités de la Fondation pour les mois à venir. Tout d'abord, l'atelier pédagogique avec les étudiants universitaires du Polytechnico de Turin, les étudiants du cours projet respectueux de l'environnement dans l'architecture. Pour le mois de mars, nous avons prévu une journée d'exercice dans les communes du Val-d'Igne, au Val d'Aoste, et puis une discussion finale des travaux mi-juin à Courmayeur que nous espérons pouvoir organiser dans les structures de Skyway Mont-Blanc. Mi-mai, on aura un colloque international énergie et changement climatique. Et l'on aura un atelier spécifique consacré à l'énergie et à la montagne, avec des contributions depuis l'Autriche, la Norvège, par exemple. In fine, le 30 juin, au fort de Bar, le cycle architecte et territoire va se poursuivre avec une rencontre consacrée à l'architecte suisse Quintus Smith. Avant de terminer, permettez-moi une fois de plus de remercier tout d'abord l'Ordre des architectes de la vallée d'Aoste, le président Sandro Seppia, la vice-présidente Cristina Bellone, tout son staff, qui ont été à nos côtés dans l'organisation de ces rencontres. Donc, merci. Et puis, je tiens à remercier la rédaction d'Arcalp pour cet excellent numéro de la revue et pour l'échange fructueux que l'on a eu lors de la préparation de la rencontre même. Tous les intervenants que je salue aujourd'hui de façon virtuelle. Bonjour à M. Capaol, qui a déjà été avec nous en 2017 lors d'une rencontre que nous avons consacrée aux bâtiments destinés à la culture dans les communautés de montagne. Et puis, en guise de conclusion, un grand merci au staff tout entier de la Fondation Courmayeur. Bon travail à tous et je passe le micro à Madame Cristina Bellone. Bon après-midi à tout le monde. Je suis Cristina Bellone, vice-présidente de l'Ordre des architectes. Je salue tous les participants. J'excuse le président de son absence. Permettez-moi d'intervenir, mais mon prédécesseur, M. Ruffier, a déjà tout dit. Il a déjà mis en avant tous les sujets. Donc, je vais être encore plus courte, synthétique. Eh bien, l'Ordre des architectes collabore de façon fructueuse avec l'établissement d'architecture de montagne, avec la Fondation Courmayeur. Nous sommes très fiers de cette collaboration. Un exemple de cette collaboration, c'est l'exposition qui a été évoquée tout à l'heure par M. Ruffier pour le numéro 7 de la revue qui est présenté aujourd'hui. Eh bien, il y a différents sujets qui sont très actuels. La présentation de l'architecture de montagne typique, le chalet, l'exposition internationale de Paris 1900, en plus des problèmes concernant le changement climatique dans les régions alpines où l'impact du climat est le plus évident, dans des endroits où les choix politiques ont été peu prudents. Eh bien, l'aménagement du territoire est important pour réduire les vulnérabilités et réduire les risques. Voilà des sujets qui ont fait l'objet d'attention dans ce numéro.
On parle aussi d'une nouvelle vie dans les Alpes qui demande une nouvelle façon de rénover, de construire et d'isoler. Je ne veux pas abuser de votre patience. Les autres sujets ont tous été abordés par M. Ruffier. Donc, je passe le micro à l'architecte Roberto Dini. Merci beaucoup. Et à vous le micro, Monsieur Dini. Merci, Christina Bellone. Merci de vos salutations, de votre introduction. Je remercie aussi Monsieur Ruffier et je remercie la Fondation Courmayeur-Mont-Blanc qui nous accueille de façon immatérielle et virtuelle, mais il s'agit toujours d'un endroit très important dans lequel nous pouvons présenter notre revue. Merci à l'Ordre des architectes de la Vallée d'Ast, avec lequel nous partageons ces présentations programmées à chaque fois. Et un grand merci pour nous avoir aidés à organiser l'exposition sur l'architecture de montagne dans les Alpes occidentales à Aoste, dans le centre de Saint-Bernard. C'est une exposition itinérante. Donc, cette exposition va poursuivre son voyage dans les différents territoires. Au mois de mars, auprès du musée du paysage à Verbania. Donc, ce sera sa prochaine étape. Donc, tous ceux qui se trouvent à côté de Verbania sont invités à visiter cette excellente exposition. Eh bien, je vais maintenant avec vous partager mon écran. J'ai une courte présentation. La voilà, la présentation. Vous pouvez peut-être déjà la voir en plein écran, ma présentation. Alors, le numéro, je vais être bref parce que je ne veux pas profiter de la patience des intervenants d'aujourd'hui. Monsieur Capaul, l'architecte Capaul, l'architecte Nicolas Navone, et puis, bien sûr, on aura Monsieur Tempestini et Antonio De Rossi pour les conclusions. Donc, mon introduction sera très courte et synthétique. C'est le 7e numéro que nous présentons de la nouvelle série de la revue. Donc, ces rendez-vous se poursuivent, sont récurrents. Tous ceux qui suivent ce webinaire connaissent déjà un peu notre revue. Une revue qui est née comme magazine de l'Institut d'architecture de montagne, un centre de recherche né dans le contexte du Polytechnique de Turin pour collecter toutes les expériences dans le cadre des thématiques de l'architecture, des projets, du paysage, dans le contexte alpin. Des revues monothématiques avaient déjà été réalisées dans le cadre de cette première édition. En 2018, on a mis sur pied un comité scientifique international, donc la revue s'est enrichie de contributions. La revue est devenue une véritable revue sur papier, open asset. On peut la voir sur le web, sur le site www.arcal.it. La revue est gratuite, mais tous ceux qui souhaitent avoir le produit papier, on peut l'acheter. On peut l'acheter Bologna University Press. Bologna University Press qui est toujours à nos côtés. Voilà les numéros sortis. Numéro 1, 2018, un zoom sur l'état de l'art, de l'architecture contemporaine sur les Alpes, jusqu'aux 2 derniers numéros, le 5 et le 6, des focus régionaux. Le premier sur les Alpes orientales, les autres sur les Alpes occidentales. Donc, l'état de l'art, de l'architecture contemporaine de ces 2 dernières années. Bon, les autres numéros, on a des numéros historiques tels que le numéro 3 consacré aux maisons modernes, des bâtiments qui, au cours du XXe siècle, sont devenus de véritables icônes de l'architecture de montagne dans les Alpes, jusqu'à des numéros, comment dirais-je, les numéros un peu plus territoriaux, tels que le numéro 4, qui se penche davantage sur l'aspect suivant, les Alpes comme lieu d'expérimentation
au niveau socio-économique et au niveau de l'habitat. Le dernier numéro, celui qui nous intéresse aujourd'hui, comme l'a dit M. Rouffier, est un numéro consacré à l'architecture alpine historique avec une déclinaison particulière. On ne parle pas d'architecture alpine historique dans le sens strict du terme. Sur le thème, on a déjà eu d'importantes publications, donc inutile de revenir sur ce thème déjà abordé. Nous avons plutôt vu voir comment l'architecture alpine traditionnelle, historique, rurale, a subi à partir du 19e siècle, du 20e siècle, comment elle est devenue un point de repère important pour les architectes, pour la culture contemporaine, moderne. Quelles ont été les représentations au XXe siècle de l'architecture traditionnelle historique et comment les architectes d'aujourd'hui ont réinterprété les thématiques de l'architecture historique. Voilà la table des matières, hein, l'introduction. Ici, on raconte un peu le fil rouge des différentes contributions. On a trois grands axes. Une première partie qui concerne le point de vue de la représentation début XXe siècle, la représentation de l'architecture alpine historique à travers les études des artistes, des ethnographes, des architectes, de tous ceux qui étudiaient le territoire alpin. Il y a des essais très importants qui revoient l'évolution de la maison suisse, le patrimoine alpin, à travers toute une série de publications publiées en Suisse dans la première partie du XXe siècle. Donc, toute une série de manuels, de traités, d'essais qui ont contribué à diffuser une certaine image de l'architecture historique alpine. Deuxième partie, on fait un approfondissement ultérieur sur le XXe siècle et on explore comment les architectes de la modernité, Edouard Gelgern, Carlo Molino, hein, que nous connaissons tous, mais aussi d'autres architectes moins connus, mais pas moins importants, tels que Giandomenico Bellotti, à travers un essai de Roberto Paoli ou Davide Fusari, ou bien l'expérience d'une série d'architectes qui, dans le Valais francophone, ont travaillé sur ces thèmes. Donc, nous avons essayé de raconter comment l'architecte moderne s'est approprié de différentes approches, de différents langages, de différentes thématiques, de différents signes tirés de l'architecture historique pour arriver à la troisième partie de notre revue, ce que nous allons approfondir aujourd'hui grâce à nos invités. Comment la culture contemporaine peut-elle puiser à ce bassin énorme de questions, de thématiques dont le patrimoine est très riche? Je tiens à souligner la présence d'essais de Bettina Schorlauf sur John Caminada, un essai où Bettina raconte comment l'architecte réinterprète avec l'histoire. Donc, un point de vue très intéressant. Il y a ensuite des interventions plus locales, dans le sens italien du terme. Marinelli, par exemple, dans le Trentin, qui parle du thème de la réhabilitation, qui permet de mettre en relation les différentes parties du patrimoine historique. Et enfin, deux contributions d'autres que nous avons aujourd'hui ici avec nous, en particulier Nicola Navone et Ramon Capaul. Ramon Capaul, que je vais vous présenter en particulier, va nous présenter l'expérience de son cabinet, Capaul et Blumenthal, qui a été créé en l'an 2000
un bureau d'études situé dans les Grisons en Suisse qui a travaillé beaucoup dans le contexte alpin. Et nous avons demandé à Ramoun de nous présenter son expérience de projet sur la base de l'interprétation, avec comme clé d'interprétation l'héritage tel qu'il est construit à la montagne. En effet, dans les œuvres les plus récentes, eh bien, nous avons décelé un fil rouge qui permet de lier la production contemporaine à tout un héritage d'attitudes qui relie la construction en montagne à ce territoire spécifique. Alors, évidemment, je ne veux pas vous dévoiler tout le contenu de son intervention, mais tels sont les sujets qui vont être abordés par M. Capaul lors de sa présentation. Je crois avoir été trop long, donc je vais laisser directement la parole à M. Capaul pour sa présentation. Vous voyez ici quelques vues sur la revue, mais nous pourrons y revenir plus tard si vous le souhaitez. Merci. Grazie, Roberto. Ramon farà la sua presentazione in... Ramon va faire sa présentation en allemand et donc nous écouterons la traduction simultanée. Sì, grazie, Roberto. Merci à Roberto. Mon italien n'est pas assez bon pour que je puisse m'exprimer dans cette langue pour faire ma présentation. Et donc, bonsoir à tout le monde. Merci à toutes les personnes de ArcAlp et à la Fondation Courmayeur d'avoir organisé cet événement. Je vais maintenant passer à l'allemand et je vais vous montrer Wenn wir uns mit dem baulichen Kulturerbe befassen, interessieren uns die Alors, lorsque l'on s'intéresse la structure historique, évidemment, nous considérons des phénomènes naturels et des phénomènes architecturaux qui ont vu le jour au cours des siècles et qui ont été développés par la suite. Et nous distinguons en particulier le terme de tradition et vernaculaire. En effet, suite au changement des styles de vie et des conditions de vie, les architectures traditionnelles ont quelquefois perdu leur sens et perdu leurs objectifs. Et nous allons donc maintenant regarder certains de ces bâtiments que notre cabinet a réalisés au cours des dernières années. Alors, contrairement au paysage naturel, le paysage culturel établit une interaction avec les personnes et il se modifie également en fonction du style de vie, du mode de vie et de la façon dont on agit. Et vous voyez que le paysage, jusqu'à la moitié du XXe siècle, dans les Grisons, a été caractérisé par la présence de l'agriculture, une agriculture à caractère familial, donc une micro-agriculture. Le foin, par exemple, servait à nourrir les animaux. Vous voyez donc ces petits lots qui étaient marqués par des pierres et par des haies, et il y avait beaucoup de toponymes qui permettaient de s'orienter dans les champs. Mais avec la mécanisation de l'agriculture, au contraire, il y a eu une restructuration générale et le foin, à partir de cette période, a été stocké dans un bâtiment situé au centre du village. Et donc, d'une certaine manière, les granges avaient perdu
leur sens et leur fonction, et de la même manière, beaucoup de toponymes ont perdu leur sens et beaucoup d'entre eux ont même disparu. Et donc, le paysage, d'une certaine manière, est devenu plus anonyme et il a perdu sa densité sur le plan territorial et sur le plan de l'espace. Alors, du paysage à l'habitat. La ferme ou l'exploitation agricole est l'embryon d'un organisme au sein d'un petit village. Dans la Val Lumnezia, la ferme est précisément l'embryon de cet organisme qui est normalement formé par une maison, une étable et un jardin. Dans les petits hameaux, les unités à caractère agricole, on peut encore les identifier. Nous voyons par exemple ici le hameau de Zilgin. Et il en va de même de la structure de Lubbraun, de l'autre côté de la vallée. Eh bien, cette structure a changé. Et ce, en raison de la fragmentation. Et en raison également du mélange entre les droits de propriété et les droits d'usage, ce qui fait qu'il est aujourd'hui difficile de reconnaître ces unités qui étaient formées par les fermes. Alors, vous voyez ici le plan du village qui nous permet de voir le développement des structures agricoles. Et vous voyez également qu'il y a comme un caractère plus compact du village. Les structures sociales ainsi que les conditions économiques caractérisent les demandes des personnes, les besoins des gens. Et ceci, donc, nous amène à ces divisions. Vous voyez ici la façon de construire dite blockhouse qui est typique des 18e et 19e siècles. Et l'exemple le plus typique de cette époque est précisément une maison qui est destinée à 2 familles avec un couloir transversal à l'intérieur de la maison. Au fil des siècles, il y a eu beaucoup de modifications, mais tout avait quelque chose en commun, à savoir une pièce commune à l'intérieur de ces maisons. Et nous voyons ici donc l'une de ces maisons les plus anciennes dans sa forme classique de base. À l'origine, elle était habitée par 2 familles qui avaient chacune une entrée séparée. Mais ces familles partageaient un couloir central que l'on appelle Zuler en romanche. Et ce couloir donc permettait d'aller d'une entrée à l'autre et ce couloir séparait les 2 séjours de la cuisine. Cette maison est intéressante également à un autre titre. Elle est intéressante de par sa façade. Vous voyez devant la maison un puits et généralement, la maison est orientée vers la vallée. Au XIXe siècle sont apparues des variantes de ces maisons destinées à 2 familles et vous voyez donc quelques-unes de ces variantes avec des chambres, des pièces qui se trouvent entre la Stube et ce sont par ailleurs des maisons qui ne sont pas toujours symétriques, comme vous pouvez le constater. Puis, plus tard, il y a une nouvelle évolution de cette maison, destinée initialement à 2 familles, avec de nouvelles modifications. En effet, les 2 maisons ne sont plus l'une près de l'autre, mais l'une au-dessus de l'autre, si bien que les maisons ont de nouvelles proportions et nous voyons que les fenêtres s'agrandissent. Et la maison, donc, pour 2 familles, était typiquement construite dans le cadre de la typologie blockhouse, et ceci pendant une durée de 3 siècles. Mais les derniers exemplaires de ces maisons ont vu
le jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 90, cette méthode de construction a été revitalisée, notamment grâce à John Caminada, notre voisin. Ici, nous voyons donc une Stube typique. Et la chose intéressante, c'est précisément cette imitation de panneaux. Ces revêtements de panneaux avec des joints entre ces poutres. La Stube était la pièce la plus représentative car les autres pièces étaient simples, très simples. Nous voyons ici le type de construction blockhouse, très simple. Nous voyons maintenant Casa d'Amer, à savoir l'un des premiers projets de notre cabinet. Et il s'est agi ici de transformer une maison habitée par deux familles en une maison destinée à une seule famille. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'évolution sociale et l'évolution économique ont eu pour conséquence de changer l'habitat. Les maisons destinées à deux familles initialement étaient habitées par deux petites familles qui n'avaient pas de lien de parenté entre elles. Et par ailleurs, les intérêts, les centres d'intérêt des gens ont commencé à changer. D'où la nécessité d'avoir une sphère privée un petit peu plus grande, un peu plus étendue. Et donc, le couloir qui initialement avait été conçu d'une certaine manière a été ôté de ces constructions. Ce type de maison, de double habitation, ont donc perdu leurs caractéristiques de local commun et leurs caractéristiques particulières. Eh bien, de même que toutes les maisons de ce type, Casa de Mer ne correspondait plus à ce que l'on avait imaginé initialement et ce que l'on voulait, ce que voulait la génération plus récente. Et donc, beaucoup avaient décidé de vendre ces maisons, précisément en raison de l'évolution des usages. En l'an 2000, la propriété de cette maison a changé puisque cette maison devait être habitée par une seule famille dorénavant. Et ceci nous a donné la possibilité de transformer cette maison en faisant très peu d'interventions. Nous avons enlevé donc ce mur qui divisait les deux unités de la maison, le couloir, et nous avons uni donc ces deux parties de la maison et nous avons rétabli ensuite la qualité généreuse de l'espace de cette habitation. Les escaliers extérieurs, escaliers symétriques qui conduisent aux deux entrées ont été préservés et à l'intérieur, il y avait des escaliers qui conduisait à la zone des chambres et un autre escalier qui menait au sous-sol. Les pièces donc ont été destinées à un autre usage. Par exemple, les cuisines ont été transformées en une entrée et l'un des deux séjours a été transformé en salle à manger. Vous voyez qu'ici, quelques transformations. Le couloir transversal qui était classique de l'époque, qui permet de conduire d'une entrée à l'autre entrée de la maison. Il faut imaginer quelque chose. Les deux familles, dans le passé, utilisaient ce couloir commun. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de séparation. Mais on se respectait. Et donc, évidemment, on n'utilisait pas l'entrée destinée à l'autre famille. Et ce mode de fonctionnement a été utilisé jusqu'à ce que les familles ne soient pas apparentées. À un certain moment, les familles ont perdu les liens qui existaient. Elles ne se connaissaient même plus suite à l'évolution des liens sociaux, si bien que ce type de construction n'était plus à l'ordre du jour. Alors, nous voyons ici d'autres images, la cuisine.
Et nous voyons également le premier étage avec une vue sur les 2 chambres. Alors, dans quelle mesure pouvons-nous continuer à développer une tradition architecturale dans un contexte pratiquement urbain? Telle est la question que nous nous sommes posée, notamment lorsque nous avons travaillé sur le projet, un projet de maison à plusieurs familles dans la localité de Bonaduz. Alors, il y a eu récemment différentes innovations techniques, évidemment avec des adaptations, par exemple aux normes contre l'incendie. Et puis, dans les Grisons, nous avons beaucoup de forêts, beaucoup de bois, si bien que la matière première est très présente dans cette région. Nous voyons ici le village de Bonaduz. Et ce village de Bonaduz se situe à côté de Coire, donc le chef-lieu du canton des Grisons. En 1908, ce village a été détruit par un incendie et les constructions qui ont été réalisées à la suite de cet incendie ont changé beaucoup la morphologie de ce village. Alors, la nouvelle maison remplace une maison qui était préexistante avec une étable adjacente. Et donc, nous avons aujourd'hui cet appartement à 2 étages. Et au-dessus, on trouve un autre petit appartement. À l'arrière de la maison, là où il y avait l'étable, nous avons maintenant un appartement de 5 pièces et demie qui occupe les 3 étages. La structure donc a une typologie blockhouse et de cette manière, nous observons une différenciation entre les différents secteurs, les secteurs privés et ceux qui sont ouverts. Les 3 appartements partagent ensemble une zone commune et tous les appartements ont un escalier intérieur. Nous voyons ici les menuisiers, les charpentiers à l'œuvre. Ils sont en train de construire ces chambres dans le blockhouse. Et vous voyez les coins avec ces jointures typiques. Et nous voyons ici l'entrée ouverte qui permet de rejoindre les 3 appartements. Et aux étages supérieurs, une loggia. Nous avons ici une vue du premier étage à travers ce couloir. Le plancher est en argile battue. Et vous voyez ici la cuisine. En acier brut. Voilà la cuisine en acier. Ici, au 2e étage, nous pouvons voir cette chambre destinée aux hôtes. Et nous pouvons voir, constater que la qualité des espaces est bien différente. Nous avons ces chambres fermées dans le blockhouse et puis cette pièce au milieu. Ici, un petit espace cuisine dans un appartement au 3e étage. Le prochain projet, c'est un bâtiment public dans le Val Lumnetia.
un projet que nous avons développé compte tenu d'une différence historique entre les bâtiments dans les différentes altitudes. D'Amosmund, ici, dessus de Vatitz, nous avons développé cette infrastructure pour le loisir. C'était une zone tourbière. Tout cela, ensuite, a été transformé en un petit lac où l'on peut se baigner même. La commune avait lancé un concours pour développer une nouvelle infrastructure avec une petite cafétéria aussi. Smuns se trouve à une altitude différente. Bien. Nous étions fortement intéressés aux caractéristiques spécifiques et particulières de ces bâtiments. Souvent disais-je, il s'agit de bâtiments très, très simples. Hein. Les parois sont brutes, sans aucun revêtement. Le matériau de construction, c'est un matériau du pays, local. La disponibilité locale pour les matériaux était un critère très important lorsque nous, on travaillait au nouveau bâtiment. On disposait de beaucoup de bois dans la vallée, le bois était là. Donc, il était possible de l'utiliser, de le travailler. Voilà pourquoi nous avons utilisé ce bois pour la toiture aussi. Ici, nous voyons comment l'un de ces grumes est scié. Avant la réalisation des différents panneaux, des différents bardages, du point de vue économique. Le point de vue économique est aussi très important. Voilà cet aspect d'architecture. Nous espérons avoir réussi à renforcer l'identité de cet endroit. Nous espérons avoir réussi à renforcer l'identité. Grâce à ce toit à un pan, ce bâtiment semble n'avoir qu'un seul étage. Derrière, on a le saillie du toit. Il y a une petite liaison avec le lac. La séparation fonctionnelle du restaurant a rendu possible un accès séparé depuis l'extérieur et cette double entrée représente une véritable caractéristique des granges que l'on avait à cette époque-là. C'est une caractéristique qui s'inscrit dans la tradition. Voilà le cœur du bâtiment. Ici, on est au rez-de-chaussée. Et à travers les deux escaliers, nous en avons vu une, on arrive à l'étage. Nous avons décidé d'utiliser vraiment une petite quantité de matériaux. Nous avons utilisé le bois aussi pour le vestiaire, pour les placards, pour les salles de bain. Tout a été réalisé en bois. Ici, à l'extérieur, vous avez la photo. C'est la photo que l'on a vue avant et que l'on retrouve aussi dans la revue Arcalp. Cette toiture en saillie sur la terrasse, qui couvre un peu la terrasse. Je m'excuse, le prochain projet nous a permis de parvenir à un équilibre entre innovation et innovation vernaculaire. Santeri, qu'est-ce que cela veut dire en romanche? Cela veut dire cimetière, Santeri en romanche. Cimetière.
Et il y a quelques années encore, il y a 2 ans encore, dans le cimetière catholique de Lumrein, on n'avait que des enterrements et sur les tombes, il y avait toujours une croix. Puis, on a ressenti une autre exigence, attirer les urnes. Souvent, la famille ne vit plus dans ce même village et ne peuvent plus se préoccuper de cette tombe. Voilà pourquoi la commune a lancé un petit concours pour ces urnes. Nous avons proposé des dalles communes avec l'écriture des noms et des prénoms. Oui, on était conscient que cela n'était pas évident. Pourquoi? Parce qu'on était en train de modifier une tradition centenaire, hein, la façon de voir le cimetière de la part de la société. Donc, la dalle aurait dû transmettre un sentiment de communauté, de confiance. L'existence de quelques-uns de ces fours en bois blanc nous a permis de comprendre que quelque part, il y avait du marbre dans les alentours. Et dans les écrits du géologue Descarvin, cela nous a été confirmé. Il y avait une carrière de marbre. Donc, on est allé en haut et nous avons trouvé une petite veine de marbre avec ses dalles verticales. Et pour pouvoir utiliser l'hélicoptère pour transporter ces dalles, eh bien, pour les transporter, on a dû les modifier, on a dû les couper un peu hein, sur leur base. Voilà, ici, les dalles sont prêtes pour être transportées en hélico. Eh bien, ces dalles à marbre que nous avons trouvées avaient justement la mesure essentielle. Nous nous sommes posé la question suivante. Jusqu'à quel point on pouvait modifier cette forme que la nature avait créée en l'espace de quelques millénaires? Nous avons décidé de ne pas la changer. Nous avons décidé uniquement de nettoyer la surface et nous avons décidé de traiter les surfaces pour pouvoir écrire les noms et les prénoms des personnes. Après quelques années d'hésitation, ces dalles, ces pierres ont été pleinement acceptées par la population et la commune a permis l'utilisation d'autres dalles pour les utiliser dans les cimetières. Voilà quelques exemples, vous les avez vus, hein, les dalles que nous avons transportées en hélico. J'en viens au dernier projet maintenant. C'est un projet qui n'est pas encore terminé. C'est un projet dans le parc national suisse. Donc, c'est une zone, c'est un territoire où la nature doit demeurer intacte. On ne peut construire si ce n'est que pour la mise en sécurité ou pour l'agrandissement du patrimoine historique. Le seul parc national de la Suisse, il se trouve justement dans les Grisons. Ce parc a été créé le 1er août 1914. Voilà sa date de naissance. C'est le seul parc national suisse. C'est un parc très sévère et très strict en ce qui concerne la protection de la nature. Donc, c'est le parc vraiment très strict. On ne peut... Il faut toujours suivre les sentiers balisés. Hein, et voilà. Ce refuge avait été bâti en 1910
avant que cette zone ne devienne espace protégé. Le matériau utilisé, le bois de mélèze. À cette époque-là, on pouvait encore couper les mélèzes dans le parc. Après la Deuxième Guerre mondiale, la chamana a été élargie, mais on ne pouvait plus couper les arbres dans le parc. Donc, le bois a été transporté sur les dos des mulets. Hein? Donc, pour réduire le poids, on a utilisé l'épicéa comme bois. Et les poutres étaient un peu plus légères. Voilà Chamana Klotza. Voilà la Chamana Klotza. Voilà son aspect il y a 3 ans. La Chamana Klotza est située à 900 mètres sur le niveau de la mer. On ne peut arriver qu'à pied. De Zarnes, ça prend 3 heures de marche. Le refuge est ouvert mi-juin jusqu'à mi-octobre. Le matériau, tout ce qui sert pour la gestion du refuge arrive en hélico. Le refuge est autonome du point de vue de l'énergie. Le courant est engendré grâce à une petite centrale hydroélectrique, grâce à une petite turbine hydraulique. En 2012, un barrage de protection a été construit pour éviter les coulées de boue. Ici, à côté du bâtiment principal, vous voyez toute une série de bâtiments adjacents, pavillons, qui était la vieille étable. À droite, il y a les tables pour les mulets, et puis encore une zone pour les toilettes et une petite installation de nettoyage pour permettre au personnel et aux hôtes de dormir. On aurait dû trouver une solution pour séparer la zone du personnel de la zone des invités. Au lieu d'élargir ce refuge, cette chamana, comme on l'appelle dans notre langue, il a été proposé de construire à côté un autre bâtiment, un bâtiment utilisé en guise de dortoir. Donc, un dortoir pour le personnel. La proportion verticale du bâtiment et le fait que l'on a renoncé à un escalier à l'intérieur, eh bien, tout cela nous a permis d'avoir une surface de base de 5 par 5 mètres, de 5 sur 5 mètres. Le territoire était très pointu. Voilà pourquoi les étages étaient tous accessibles depuis l'extérieur. Chaque étage, il y a 2 chambres. Voilà une autre image, la maquette. Et donc, le personnel a été destiné à cette nouvelle tour, une sorte de tour dortoir. Et grâce à cela, on a pu recevoir un nombre accru d'hôtes. Aujourd'hui, on peut en accueillir 60. Donc, le bâtiment principal a été rénové de façon assez light, légère. Et nous avons aussi un toile en bardeau de mélèze, un toit, une toiture. L'automne dernier, nous avons terminé les premiers travaux. Ici, vous pouvez voir le bâtiment au mois d'octobre de l'année dernière. Voilà, le refuge au mois d'octobre de l'année dernière. Ici, vous pouvez voir les tables pour les ânes et la tour dortoir pour le personnel.
encore quelques photos de ce bâtiment. Une particularité, ce bâtiment se trouve juste au milieu de la forêt. Voilà les menuisiers qui travaillent sur l'escalier à l'extérieur, qui arrivent jusqu'au 3e étage. Et ici, une prise de vue de l'est, côté montagne. Derrière, il y a la nouvelle toiture en bardeau de mélèze ou en sel de mélèze. Et vous pouvez voir comment ce bâtiment est exposé au soleil. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa totalité, sa globalité. Avant le concours, on cherchait un nouveau rôle, mais puis il a été décidé ce qui suit, malgré ce risque d'avalanche, de coulée de boue, d'éboulement à proximité. Ce site était le site le meilleur. Qu'avons-nous dû faire? Et si vous regardez attentivement, vous pouvez le voir, les angles. Vous pouvez voir ces câbles. Oui, vous pouvez voir les câbles, n'est-ce pas? Vous les voyez. Eh bien, nous avons dû les monter. Pourquoi? Parce que en cas d'avalanche, de l'autre côté de la vallée, eh bien, ces câbles auraient pu protéger le bâtiment du souffle de l'avalanche. Voilà ma dernière image, c'est la dernière image que je vous propose. Ici, c'est l'automne. Et le groupe tout entier qui a travaillé à la rénovation est réuni ici. Et mi-mai, on va continuer les travaux, on va reprendre les travaux et on espère pouvoir inaugurer le nouveau refuge dans le plus bref délai. Je vous remercie de votre attention et je repasse le micro à M. Dini, à l'architecte Dini. Merci beaucoup. Merci. Merci Ramon pour ce récit très intéressant et pour la présentation des projets que tu Alors, il nous semblait important aujourd'hui de proposer des interventions dans le cadre de cette présentation parce que cette combinaison de ton intervention avec la présentation d'images qui ont été réalisées, qui relèvent de l'histoire, mais également des travaux de votre cabinet, montre bien la manière dont on peut construire en montagne quelque chose autour de l'héritage, à partir de l'expérience rurale traditionnelle. Donc, il ne s'agit pas absolument d'une reproposition en termes stylistiques de langage de modèles qui ont été réalisés par le passé, mais il s'agit d'une approche différente qui est basée sur la réinterprétation du paysage, de l'histoire, des contextes ainsi que des occasions qui sont fournies par le territoire alpin. Donc, c'est pour ça que nous avons donné ce titre, ce numéro de la revue, à savoir le corps vivant. En effet, il s'agit là d'une attitude qui est la nôtre. Nous voulons garder en l'état cet énorme corpus d'architecture, de réalisation et de représentation de l'architecture historique alpine. Alors, nous allons rester dans ce domaine que tu viens de brosser, à savoir la réinterprétation nécessaire de l'architecture historique. Et nous passons la parole à Nicola Navone qui va nous présenter une autre contribution
réflexion en ce sens. Alors, Nicola Navone est originaire du Tessin. Il est actuellement directeur adjoint des archives modernes. Il est également professeur à l'Académie d'architecture de Mendrisio, Université de la Suisse italienne, et par ailleurs, il est membre du collège de doctorat de l'Université de Rome 3. C'est un grand connaisseur de l'architecture tessinoise, et je dirais même de l'architecture tessinoise dans le monde, en raison de ses centres d'intérêt pour la recherche historique et les études dans ce sens. Nous l'avons invité parce qu'il y a un essai que nous avons accueilli, nous avons eu l'honneur d'accueillir dans l'un de nos numéros, un essai donc écrit par M. Navone concernant la comparaison entre deux structures. Et cela a fourni l'occasion de réfléchir sur les analogies entre ces deux œuvres et donc de faire des réflexions sur le thème de la réinterprétation contemporaine du patrimoine. Alors, le titre de cet essai est Le patrimoine et ses avatars, et je pense que M. Nicola Navone va nous l'expliquer au cours de son intervention. Alors, les œuvres que tu nous présentes se basent sur la comparaison entre la Cada Paes de cabinet Buzzi et la maison Ferretti, qui sont deux œuvres récentes très intéressantes. On a donc l'occasion de nous présenter cet exposé. Donc, je m'arrête là, je te laisse la parole et merci de ton intervention une nouvelle fois. Merci Roberto et merci pour ces paroles très généreuses. Merci à toi et à Antonio De Rossi qui m'avaient demandé d'intervenir et dans ce numéro de Arcalp, une revue que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai déjà eu l'honneur de collaborer en d'autres occasions. Évidemment, je remercie également les organisateurs du webinaire d'aujourd'hui, la Fondation Courmayeur en particulier. Merci donc de m'avoir invité. Insomma, rappresentare il numero, parlando appunto di questo. C'est un honneur pour moi avec M. Capaol de représenter le numéro. Malheureusement, la connexion n'est pas très bonne. Alors, cet article a été construit sur la base de deux ouvrages. Cet article est une étude consacrée à l'architecte Francesco Buzzi et Nicola Mozzetti. J'entretiens depuis longtemps des relations d'amitié. D'ailleurs, c'est une caractéristique du canton du Tessin, à savoir que c'est une terre importante où il y a beaucoup d'échanges, des échanges très féconds entre les architectes, les ingénieurs et toutes les personnes qui s'intéressent à l'architecture d'une manière générale. Il y a donc beaucoup d'échanges, un fort dialogue. C'est là un terrain fertile qu'il est très important de cultiver. Et donc, comme je le disais, j'ai eu des contacts avec leurs activités et donc ce qui m'a intéressé, c'est l'analogie entre ces deux ouvrages. Je vais donc commencer maintenant par partager ma présentation. J'espère que vous la voyez. Donc, ces deux réalisations. Sont la Cada Paes, à savoir la petite maison de village. C'est une maison individuelle qui se trouve à Aurigeno, dans le Val Maggio. Créé donc par cabinet d'architecture et ensuite la Ferretti, qui a été construite dans une vallée à Bedretto, plus au nord, qui a été réalisée entre 2019 et 2020 par Baselga Mozzetti. Donc, ce sont deux ouvrages très récents, mais qui présentent des analogies, comme je l'ai dit, qui, d'une certaine manière, sont des paradigmes. Mais commençons par le commencement. Alors, tout d'abord, Aurigeno est l'un des rares villages qui se trouve sur la rive droite
la Maggia, Maggia qui est un cours d'eau qui se hisse vers les vallées les plus accidentées. La partie donc de cette rive est la plus ombragée. Les personnes qui arrivent au village par la route cantonale, sur la rive opposée du fleuve, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais quand on arrive donc, on rencontre en bordure du centre cette maison. C'est une maison qui se trouve sur une hauteur par rapport au niveau de la route, une sorte donc de sous-sol qui est délimité par un mur de soutènement en pierre de taille, de granit, qui sont carrés et sur lequel s'est déposée la platine du temps. Il s'agit d'une maison qui semble de construction récente. Elle est d'ailleurs effectivement de construction récente. Nous voyons avec ce crépi un petit peu rugueux, couleur cendre. Et qui fait référence, nous le verrons plus tard, aux architectures avec le crépi du village. Mais évidemment, un regard un petit peu plus entraîné se rend compte que c'est une maison qui a été construite ex novo par la présence de différents éléments, par exemple les détails du toit, le raccordement également, avec la maçonnerie des façades d'avant, ou encore la composition même de la façade qui est bien calibrée, bien étudiée de par la disposition. Donc, c'est une maison qui, d'une certaine manière, dialogue avec les maisons du village, qui donc semble présente depuis très longtemps. Je dois dire que Francesco Buzzi a raconté, c'est l'architecte, a raconté que effectivement, il a eu cette intention et donc que les habitants du village se sont complémentés pour cette belle réhabilitation. Or, vous savez j'ai voulu présenter également d'autres photographies, une photographie d'une maison qui se trouve à quelques dizaines de mètres de distance pour vous montrer un petit peu et vous faire une comparaison. Mais lorsque l'on se rapproche de la maison, on observe quelque chose que l'on n'avait pas vu au premier abord. Et sur cette photo, vous allez pouvoir observer de quoi il s'agit en regardant vers le bas. Parce que cette maison n'est pas posée directement sur la terre, sur le sol. Elle se trouve sur 8 socles de plainte. Il s'agit là d'une solution, évidemment, qui fait référence à ce qu'on appelle les tourbes, torbe, dans le Val Maggia. À l'origine, il s'agissait de greniers, il s'agissait de granges. C'est là où l'on stockait, par exemple, le son. Nous voyons ici un exemple de Torba, de tourbe, qui se trouve à Mogagne, à savoir un village un petit peu plus au-dessus, qui fait partie du musée de Valmaggia. Et le fait de voir une maison à l'aspect minéral qui est suspendue, d'une certaine manière, sur ses socles, crée une sorte de sentiment de dépaysement. Pourquoi je fais cette affirmation? Eh bien parce que l'une des bases de la réflexion de l'architecte Francesco Buzzi, qui découle d'ailleurs de sa formation à l'université de Zurich, en particulier, il a fréquenté les cours certains intervenants très connus, eh bien on a cette sensation, donc, comme je le disais, de dépaysé. Et pourquoi? L'observateur met en relation deux informations de perception qu'il avait enregistrées de manière séparée au préalable, à savoir le fait que il y a les grandes fenêtres, nous sommes ici dans le jardin qui est le côté le plus privé, mais à travers les fenêtres et les ouvertures, eh bien, on voit
un intérieur totalement en bois, que nous voyons ici, et que je vais vous décrire. Il s'agit d'un grand espace qui s'articule d'une certaine manière. En fait, la maison en elle-même ne fait que 100 mètres carrés. Ce n'est pas une maison qui a de grands espaces, mais tout est articulé autour de la cuisine avec l'escalier qui mène à l'étage supérieur et une double hauteur. Malheureusement, la connexion est très instable de M. Dini, donc nous perdons de son intervention. Et une fois que l'on a franchi le seuil de la maison, on comprend qu'en réalité, ce n'est pas une maison en pierre, malgré son crépi cendré, un petit peu rude, que nous avons vu à l'extérieur. Et nous voyons que c'est une maison en bois. Et donc, il est possible de structurer sur ces plaintes, sur ces 8 socles. À l'intérieur, vous voyez une structure très élégante. Au fur et à mesure que l'on évolue dans l'espace, on se rend compte de l'élégance des lieux. Vous voyez sur l'image de droite la structure avec une grande bibliothèque et un escalier qui mène aux chambres à l'étage du dessus et ensuite les fenêtres qui s'ouvrent sur un jardin, le jardin privé. Nous allons le voir un petit peu plus tard en regardant un petit peu les plans. Eh bien, la tentative est toujours de fournir des points de vue qui traversent la maison et qui mettent en relation les différentes parties du paysage entre elles. Donc, vous voyez ici l'espace à 2 hauteurs. Sur lequel ouvrent les pièces de l'étage supérieur. Vous voyez cette sorte d'écrin. Écrin avec la présence à l'intérieur d'éléments minéraux. Et la section du séjour. Alors, le plan est d'une simplicité extrême, mais également d'une efficacité extrême. Un escalier qui monte au-dessus de la cuisine et qui conduit, vous voyez sur le plan de droite, aux chambres. Nous avons une double hauteur. En haut à droite, vous le voyez un petit peu mieux. Je ne sais pas si je vais arriver à bouger mon curseur. Et donc 2 pièces de chambre qui Questa è l'immagine della scala che sale interno, chiusa qui est bordée par 2 parois. Et nous voyons ici la chambre ou le petit bureau sulla doppia altezza. Qui de Se nouveau poi est ouvert sur la double hauteur. Alors, una lunga escursione je vais faire un petit peu une petite parenthèse. Si on considère une autre partie de la Valle Maggia, nous allons à la Capa Cristallina, à la Capanna Cristallina. Ici, ensuite, on descend dans la vallée de Bedretto, et bien, on trouve le village du même nom, un peu à l'ouest, sur le côté ensoleillé. Donc, le village de Bedretto, avec devant cette sorte de tour en bois. Petit bâtiment développé en vertical sous forme de tour, couronné par un toit à 2 pans qui rappelle la grande maison et accentue donc cette forme verticale. Donc cette maison que l'on trouve derrière. Il s'agit d'un bâtiment destiné aux vacances. Alors, le bâtiment, donc une maison de vacances qui révèle immédiatement sa construction récente par l'état de conservation des planches de sapin qui l'entourent. Donc, composition de fenêtres carrées qui le font apparaître comme un édifice, un bâtiment contemporain. Et nous le voyons ici à travers quelques images.
Et au fur et à mesure que l'on se rapproche, on voit ce détail des planches qui, évidemment, fait allusion au système de construction du bloc Tao dans lequel sont réalisées précisément les fermes de la vallée Bedretto. Nous en avons quelques exemples plus en aval du terrain vers le cours d'eau. Si l'on regarde à travers les fenêtres, c'est un petit peu difficile parce qu'on voit le reflet de la vitre, mais nous apercevons l'intérieur qui est bordé de bois. Et pendant un moment, il semble que tout s'assemble. Se ci avviciniamo ancora, continuiamo il nostro percorso di avvicinamento alla casa, notiamo qualcosa d'altro, cominciamo già forse a notarlo qui. Ecco, scusate, adesso notiamo qualcosa d'altro, e cioè che dietro il legno traspare il cemento armato. In realtà quella che sembra una costruzione lignea è una costruzione di cemento armato. È una costruzione di cemento armato rivestita di queste doghe di legno con un interno foderato completamente di legno. Vi si accede a questa casa, spiegheremo anche perché di cemento armato, lo posso anticipare, e la ragione è che la casa si trova in una zona soggetta al pericolo di valanghe e quindi non era possibile costruire un edificio, diciamo, ligneo, si è optato per una struttura di cemento armato. Ma continuiamo con l'esplorazione di queste. Avec l'exploration de cette petite construction, qui est encore une fois une maison de vacances. On accède en amont à travers une sorte de pont qui fait saillie vers la maison et qui s'appuie sur la maison. Il ne la touche presque pas, il s'appuie vers la maison. Et cela donne accès au palier, à travers un escalier, on peut accéder au séjour que nous allons bientôt voir. En revanche, alors vous voyez ici l'image de l'entrée. En revanche, si l'on descend notre étage, du point d'où a été faite la photographie, eh bien, nous nous trouvons sur cet étage, comme je l'ai dit, qui est totalement revêtu de bois. Lorsque nous montons, en revanche, on se trouve face à ce grand espace. Vous voyez la générosité de l'espace, la générosité des architectes. La surface est assez limitée, mais malgré tout, grâce à ces ouvertures carrées, on a une sensation donc, de générosité. Très belle vue sur le magnifique paysage de la vallée Bedretto. Nous avons donc ici cette sous-pente à laquelle on accède du côté montagne à travers cet escalier. Et on peut donc bénéficier totalement du volume qui est défini par les pans du toit très inclinés. Abbiamo ancora un grande vespaio. Dal piano destinato alla cantina c'è una porta che può dare accesso anche al pendio. Come dire, tutti gli elementi, gli scuri sono, come dire, nascosti, non sono. Tous les volets ne sont pas visibles sur la façade, de même que vous voyez les détails du toit qui sont des détails presque abstraits, comme si on voulait réduire à l'état de silhouette l'image de la maison. J'ai commencé à travailler sur ces deux maisons et à écrire ce qui a été publié sur le numéro de Arcalp. Alors, je rappelle que ce sont des maisons que nous devons aux deux meilleurs cabinets d'architecture qui existent dans le canton du Tessin. Il s'agit d'ouvrages qui, d'un côté, sont différents en ce qui concerne les résultats formels, mais en même temps, elles ont un aspect qui les unit. Le système de construction n'est pas caché, mais il est dévoilé par des indices qui sont prévus par les architectes.
Les architectes cachent en revêtant la structure en béton armé par ces ancelles, mais la distance entre ces ancelles est de nature à pouvoir comprendre rapidement que ce bâtiment n'est pas un bâtiment en bois totalement. On a les 8 plaintes de fondation qui étaient montrées sur l'embasement où s'appuyait, où l'on avait la maison qui était bien installée. Donc, on a une certaine sincérité pour ce qui est de la construction. C'est une construction sincère. Ici, on voit les premiers chefs-d'œuvre. C'est la bibliothèque cantonale de Lugano. Casabella présente cet ouvrage en reconnaissant les capacités des architectes. Donc, il s'agit d'un bâtiment sincère. Et cela, on le retrouve, cette caractéristique, on la retrouve dans la tradition de l'architecture du Tessin. Il s'agit d'une question complexe. On peut penser, par exemple, aux architectes Baserio, Mozzetti, qui, dans un ouvrage, ont repris ces caractéristiques. C'est la salle de gym de Chiasso. C'est la structure, une structure qui est vraiment présentée dans toute son esthétique. Nous avons présenté cet ouvrage dans un numéro d'Arcalp. Eh bien, dans ces deux ouvrages que je viens de vous présenter, quelque chose de différent se produit. Quelle est l'approche? C'est une approche qui ne veut pas cacher le style de construction de l'ouvrage, mais qui veut ralentir sa perception. Qu'est-ce que cela veut dire? Permettre de saisir la nature de l'ouvrage dans un deuxième moment. Regarder et comprendre après. J'ai parlé avec les architectes, avec Mozzetti, avec Buzzi. Eh bien, lorsque j'écrivais le texte, j'ai vu que les analogies ne concernaient pas seulement cela. Dans la cas d'APAES que nous voyons ici, le choix de la construction en bois, eh bien, ce choix avait été dicté, avait été soutenu par le commanditaire, Britta Kutsikupa, la propriétaire de la maison qui habite dans cette maison. Ce choix avait été dicté aussi par des raisons liées à l'économie. Donc, si l'on devait reconstruire, si l'on devait faire une analyse génétique de cet ouvrage, on aurait un bâtiment en bois posé sur ces plaintes, un bâtiment qui montre sa nature en bois. Mais pourquoi cette maison n'est pas en bois? Pourquoi le bois n'est pas là? Si on parle économie, le choix d'utiliser les plaintes, cela je l'écris, je ne l'ai pas dit maintenant, le fait d'utiliser les deux maisons en pierre à côté pour toute une série de fonctions, une cave par exemple, toute une série de fonctions liées aux installations, a permis de bâtir une maison en excavant moins. Et cela a représenté un avantage économique et cela permet aussi de respecter l'orographie du site. Mais cela s'est heurté à une opposition. La commission cantonale considérait
ces escamotages comme inadaptés pour une maison située à l'entrée du village. La commission cantonale avait demandé la réalisation de bâtiments en maçonnerie. Donc, en parlant avec l'architecte, en reconstruisant la genèse de l'ouvrage, nous comprenons que le résultat final, on s'excuse, mais la connexion n'est pas bonne, la connexion de notre intervenant. Donc, le souhait d'assurer à la commanditaire un bâtiment en bois peu cher, et puis la nécessité de répondre, d'obéir à ce qui avait été demandé par les organismes de protection du patrimoine, donc réaliser un bâtiment pouvant s'inscrire dans le paysage, pouvant bien s'inscrire dans le cadre de ce village. Mais toujours, et c'est un aspect qu'il faut souligner, en respectant à travers les plaintes la possibilité de bien comprendre l'ouvrage, faire comprendre comment l'ouvrage a été bâti. On s'excuse, mais la connexion est loin d'être bonne. Grâce aux plaintes, cette maison en minerai nous dévoile qu'elle est en bois. Dans la maison Ferretti, quelque chose d'analogue se produit. Je vais m'expliquer. Le commanditaire. Moi, je continue à frapper le micro parce que je ne suis pas habituée à ce système. Le commanditaire connaît très bien les architectes. C'est la personne qui gère le refuge Cristallina, Cabana Cristallina. Donc, on comprend pourquoi les chambres sont petites, des espaces de vie petits. C'est le commanditaire, le maître d'ouvrage qui avait demandé une maison en bois, une petite maison en bois. Mais la petite maison de vacances en bois ne pouvait pas être réalisée. Pourquoi? Parce qu'on devait suivre la législation nécessaire pour se défendre des avalanches. Voilà pourquoi on aurait dû bâtir une structure en béton armé, mais avec à l'extérieur un revêtement en bois. Par ce revêtement, la maison s'inscrit très bien dans ce contexte. Elle peut dialoguer avec les fermes que l'on retrouve à côté dans cette même vallée. Le bâtiment va prendre cette couleur à l'avenir, ce gris. Mais la vraie nature du bâtiment est toujours compréhensible. Et j'en viens à mes conclusions. Dans les deux cas que je vous ai montrés, le résultat du projet dérive de la tentative suivante. Une conciliation dérive d'une tentative de conciliation des différentes conceptions patrimoniales des commanditaires, des architectes, les commissions de contrôle des communes et des cantons, tous les acteurs qui se réunissent autour du projet. Mais chaque acteur a sa propre image du patrimoine et cela est le résultat de ses propres convictions. Donc, les deux ouvrages que je vous ai présentés essayent bien sûr de prendre en compte cette interprétation plurielle, ces poussées divergentes qui en dérivent. Et cela est fait en considérant tout cela comme fil rouge du projet tout entier. Donc, on jongle sur l'ambiguïté sans jamais perdre de vue l'intelligibilité. Cacher la structure et montrer la structure à la fois.
la nature du bâtiment à la fois. Il s'agit là d'une piste nouvelle de l'architecture du canton Tessin, du canton du Tessin. C'est une piste, bien sûr, qui se heurte à beaucoup d'obstacles, mais cela nous signale qu'il y a là une nouvelle réflexion sur laquelle il faudra encore discuter, une réflexion que l'on devra suivre dans ces développements à venir. Merci et je passe le micro à mon collègue. Merci, merci beaucoup, Monsieur Navone. Merci d'avoir présenté ce propos approfondi sur ce thème. J'ai été séduit par la manière par laquelle tu nous as expliqué comment les architectes, le cabinet Boots et comment les projets de qualité naissent toujours d'une réinterprétation cultivée des différents points de vue qui forgent l'architecture et l'espace, la législation, les exigences des commanditaires, tous les différents porteurs de différentes idées de patrimoine. Donc, l'architecte doit être en mesure de donner une réinterprétation critique, de donner une direction à des poussées divergentes. On est à quelques encablures de la fin de notre rencontre. Nous avons encore 2 courtes interventions par les soins de notre rédaction. Donc, je passe la parole à M. Matteo Tempestini, architecte, qui fait partie du comité d'édition d'Arcalp, qui va passer en revue les autres contenus pour pouvoir vous illustrer quelles sont les autres architectures, les autres expériences présentées dans ce numéro, pour présenter ensuite le micro à M. Antonio De Rossi pour les conclusions. Voilà, Matteo, à toi la parole et le micro. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Comme cela a été dit par M. Dini, je vais passer en revue des images. Je vais passer en revue des images pour m'attarder sur des essais concernant le thème de l'architecture contemporaine. Comme cela a été dit au début, ce numéro est réparti en 3 différentes sections. La première, Atti inaugurali, eh bien, ici, il y a 3 essais. Le premier par Nicola Brighieri, l'invention de la maison suisse, comment entre la fin du 19e siècle et le début du siècle dernier, comment non seulement les architectes, mais comme on le voit dans l'intitulé, différents profils professionnels ont redécouvert à travers des études plus ou moins vastes et détaillées comment ils ont redécouvert la construction vernaculaire dans les Alpes. Le deuxième essai concerne le patrimoine alpin dans les publications suisses. Et donc, c'est par le soin de Luca Ortelli. Ici, on parle de la publication bien connue par le soin de Aldo Rossi sur le Tessin, mais aussi d'autres études sur le Val Bregaglia, sur le village de Soglie. Le dernier essai de cette section est par les soins du professeur De Rossi. Il concerne les recherches du XXe siècle sur l'habitat rural, les recherches réalisées par Hunziker et par Giuseppe Pagano. La deuxième partie, la deuxième section du numéro concerne les déclinaisons de la modernité. Eh bien, dans cette section, différents experts se sont penchés sur les aspects suivants. Comment les architectes modernes ont interprété l'architecture historique et vernaculaire.
sur la base des études réalisées et approfondies au début du siècle. Dans cet essai en particulier, on a l'architecte Laprade, un architecte français, puis on analyse Eduardo Gellner avec une approche tout à fait particulière, compte tenu de sa passion pour la photographie et compte tenu des différentes sources de référence pour ce thème. Un autre essai parle de Carlo Molino, par les soins du professeur De Rossi, et puis un essai de Patrick Géromini sur l'architecture moderne dans le Valais suisse. Puis, on passe aux Alpes de l'Est, un essai sur Gian Domenico Bellotti et sa maison Fort-Layard. Dernière section de ce numéro, les nouvelles exégèses contemporaines, les interprétations critiques contemporaines de l'architecture historique alpine. Deux interventions ont déjà été faites là-dessus par l'architecte Capaul et l'architecte Navone. Il y a encore deux essais dans ce numéro sur cette thématique, celui de Bettina Schoraufer sur John Caminada et l'essai de Mirko Franzoso et Mauro Martinelli qui décrivent deux interventions de requalification dans deux petits villages dans la province de Trente. Nous allons voir maintenant ces deux essais et les projets continus. Le premier essai est dédié à John Caminada et à son rapport à l'architecture historique dans les cantons des Grisons. Je paraphrase ce qui suit. Caminada a laissé des traces tangibles, mais ces projets ne suivent pas l'histoire. Ils n'ajoutent rien, mais ils interprètent les expériences, ils interprètent ce qui existe déjà, sans jamais oublier les autres sources historiques. Ce concept est bien visible dans ces réalisations, dans les réalisations de Caminada. Ici, nous avons Haus Schmidt à Vals, la technique du Strickbau. Eh bien, cette technique du Strickbau est l'une des techniques parmi les plus anciennes des structures en bois, comme cela nous a été expliqué par l'architecte Capaul. L'un de ces problèmes majeurs, c'est que cette technique n'offre pas de flexibilité pour ce qui est des projets. La quasi-totalité des bâtiments ont une seule séquence de pièces. Malgré ces limites, Caminada, à travers ses études, a été en mesure de réaliser des plans de différentes dimensions en assurant une interaction accrue entre les espaces ouverts et les espaces fermés. L'agencement de l'espace, vous voyez le petit plan ici, l'agencement est structuré de façon plus pratique. Le Strickbau est imité, mais surtout lorsqu'il s'agit de bâtiments destinés à la production. Dans ce cas, malgré les détails, le bâtiment a été réalisé par des éléments en bois préfabriqués. Caminada a contribué à innover la technologie du Strickbau. Il a fait cela, bien sûr, au niveau de l'espace. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a perfectionné tout cela au niveau technologique. L'exemple, ce que nous voyons ici sur cette planche, Avril Stibadamort, eh bien, dans ce cas, le Strickbau, c'est une double enveloppe et cela améliore les propriétés thermiques du bâtiment. Comme nous pouvons le voir dans la petite photo en bas à droite, eh bien,
Les éléments du strict BAO nous permettent d'optimiser les caractéristiques thermiques et d'isolation. Dernier projet de Caminada que je vais vous illustrer se trouve à Disentis. C'est la fromagerie Senaria. À l'extérieur, cette fromagerie semble être en pierre avec beaucoup de saillies. Et à l'intérieur, l'architecte a utilisé un seul matériau, la brique neutre, ce qui contribue à régler le climat dans les pièces, comme les pièces pour les fromages. Donc, cet architecte, à travers cet essai, nous explique que les technologies sont réinterprétées. Dans cet essai, il explique quel est le rapport entre les matériaux historiques, les espaces. Je voudrais maintenant en venir à deux projets du cabinet Franzoso Marinelli. Ces deux projets se trouvent dans la province de Trente, en Italie. Eh bien, ces deux villages voulaient doter la communauté de nouveaux endroits d'agrégation et de nouveaux services. Le premier projet se trouve à Castelfondo, Alors, on avait désaffecté un vieux bâtiment croulant dans le village. Le projet se concentre sur une série de murs qui définissent trois places situées à des altitudes différentes. Les escaliers, vous les voyez, permettent de relier ces différents espaces. Les escaliers permettent aussi d'encadrer les vues et permettent de mieux voir les espaces. Chaque place a son caractère. On a une place publique, une place qui peut être utilisée par la population locale, et puis on a de petites places un peu plus intimes. Le matériau utilisé, c'est le béton armé avec du marbre, s'inspirant d'autres structures. Le projet pour Bolciana, ici, on avait besoin d'espace pour améliorer la qualité de la vie, pour éviter la déprise, pour éviter le dépeuplement, pour attirer de nouveaux habitants. La stratégie. On a étudié le village historique, une sorte de séquence de chambres en plein air, comme cela a été dit par les architectes. On a travaillé dans ces pièces et on a pu caractériser différentes zones du village. On a des espaces parking, comme vous pouvez voir sur la planche à droite, ou bien des espaces pour la socialisation. Vous voyez, par exemple, la fontaine en bas. Et les matériaux. Les matériaux nous permettent de lier les différents espaces. Je voudrais maintenant passer la parole au professeur De Rossi pour que l'on puisse tirer les conclusions finales. Merci, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Je serai bref et je voudrais juste inscrire ce numéro dans un contexte. Je vous rappelle que cette revue est publiée par le Centre de recherche de l'Institut d'architecture de montagne et polytechnique de Turin. Quelle est son intention première? Eh bien, c'est de favoriser la diffusion culturelle de l'architecture alpine, non seulement parce qu'on aime la montagne et les Alpes, mais également et surtout parce que nous croyons qu'aujourd'hui, l'architecture alpine contemporaine est un élément extraordinaire, un élément qui nous permet de réunir, d'entremêler
plusieurs aspects de la société, de l'économie, du changement climatique, les transformations économiques d'une manière générale. Et ceci de manière beaucoup plus facile à interpréter dans ces lieux qu'ailleurs. Et donc, ceci nous permet de reconstruire une vision de l'architecture à plusieurs dimensions, chose qui pour nous est extrêmement important. Ce ne sont pas seulement les aspects formels ou technologiques que nous voulons prendre en compte dans le domaine de l'architecture. Donc, comme vous le voyez, dans la revue, il y a une très bonne qualité graphique. C'est une revue d'architecture et donc, évidemment, les projets doivent être présentés sous leur meilleur jour grâce à de très belles photographies, évidemment. Cependant, nous sommes également intéressés par d'autres aspects, à savoir que nous essayons humblement d'interpréter, d'analyser des questions conceptuelles qui, de notre point de vue, sont très importantes. Et d'après les interventions que nous venons d'entendre, à savoir messieurs Capaol et messieurs Navone, que je remercie beaucoup pour leur participation, pour leur générosité, les remercie également pour leur participation à la revue ainsi que pour les très belles interventions de ce soir. Donc, nous avons vu que le sujet du patrimoine dans la revue est le thème de ce numéro. C'est un thème extrêmement complexe, mais en même temps, il est important de le réétudier à la lumière des transformations du monde contemporain. Évidemment, le patrimoine, et ceci est vrai en particulier pour la montagne et pour les Alpes, le patrimoine est une sorte de langue, de langage que nous continuons de parler. Mais en même temps, c'est une langue, un langage qui nous parle à travers l'architecture. Car, si vous réfléchissez à la question, il n'y a aucune région, mer, colline, aucune région, aucun territoire qui ne doit composer avec son histoire, avec ses images, avec ses représentations de l'architecture passée. Donc, aucune n'est à ce niveau comme le territoire montagnard. L'architecture alpine est entrée dans l'histoire des sociétés européennes à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, lorsque le siècle des Lumières, les romantiques ont commencé à étudier les Alpes. Ils se sont penchés sur les Alpes et ils ont inventé d'une certaine manière. Et le patrimoine est donc le langage qui nous est parlé, mais comme tous les langages, eh bien, c'est quelque chose qui évolue. Comme toutes les langues, c'est quelque chose qui évolue et qui n'est pas statique pour toujours. Cette caractéristique très mobile, très mouvante du patrimoine, c'est précisément ce que nous avons essayé d'étudier et d'analyser. Donc, nous avons vu les premiers architectes suisses et surtout allemands qui inventent d'une certaine manière l'idée du patrimoine historique de l'architecture alpine. Donc, il y a les grands auteurs de traités qui ont commencé à travailler au début du XIXe siècle et qui vont continuer d'œuvrer pendant tout le siècle. Et nous avons vu à travers différentes études que l'architecture n'est pas quelque chose qui parle en son sein, mais qui s'adresse également à l'extérieur à travers l'architecture. Il suffit de penser notamment au rôle qu'a eu la construction d'une idée du patrimoine architectural historique alpin en Suisse au cours du XIXe siècle à travers la construction de l'idée de l'État national, État-nation. Et donc, si l'on pense par exemple à Pagano, qui utilise l'architecture rurale italienne dans son livre fameux La Mostra, la Triennale de Milan en 1936, où l'on utilise le thème, et d'ailleurs il y a de très belles photographies dans l'exposition du livre de Pagano. On utilise donc le thème de l'architecture rurale comme une sorte de légitimation circulaire ou croisée d'une certaine manière, à savoir que Pagano légitime l'architecture rurale italienne et en même temps, il exprime une légitimation de l'architecture moderne et rationaliste, puisque
Il affirme que, de même que l'architecture rurale est tout à fait digne d'être étudiée et d'être protégée. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse de certaines valeurs comme la simplicité, l'authenticité, la cohérence de la construction. Elle est porteuse également d'une rationalité intrinsèque. Mais de la même manière, s'il en est ainsi pour l'architecture rurale, le rationalisme qui se base sur les mêmes principes est lui aussi, d'une certaine manière, digne d'être étudié de par ses rapports avec le patrimoine. Donc, le numéro, comme vous l'avez vu, avec la galerie de photographies qui a été montrée par Monsieur Tempestini. Donc, la revue est passée par ces différentes étapes pour arriver jusqu'à Gellner et sa mythologie des études sur les territoires ruraux de montagne. Donc, ceci nous fait entrevoir précisément cette mobilité. Il y a une mobilité continue et il y a une réinterprétation continue de cet objet. On pourrait penser que de par sa nature matérielle, c'est un objet fixe. Or, en réalité, c'est un objet qui ne cesse de évoluer de par les différentes interprétations qui le concernent et qui donnent lieu à des réinterprétations constantes du patrimoine. Alors, pourquoi est-ce que Arcalp a ressenti la nécessité de revenir sur cette question? Pourquoi a-t-elle voulu souligner le thème de la mobilité du patrimoine? En raison d'un élément qui est très important à notre avis. Nous avons vécu une longue phase depuis les années 70 du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, une forte patrimonialisation. Et c'est là un terme d'origine française, précisément, la patrimonialisation du patrimoine. Il y a eu des thèmes abordés par une certaine façon d'aborder le patrimoine. Et ces thèmes sont devenus des thèmes centraux, aussi importants que les actions de conservation. On s'inscrit dans un contexte de la vallée d'Aoste. Il suffit de penser par exemple à la grande transformation qui a été d'ailleurs soutenue par la région de la vallée d'Aoste avec beaucoup de financements et de lois qui avaient pour objectif précisément de procéder à une patrimonialisation du paysage valdôtain. Et ce, afin de créer une identité qui était très liée au thème de la valorisation, une valorisation et réinvention d'une certaine manière d'une identité. Et donc, la patrimonialisation de l'architecture a eu des objectifs à caractère économique, à caractère politique et pas seulement une visée d'intervention sur le paysage et sur l'architecture. Nous pensons, et je pense, que cette longue phase de patrimonialisation touche à sa fin, ou en tout cas elle est en train d'évoluer, elle est en train de se modifier. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui est au centre aujourd'hui du débat sur les montagnes et sur les régions internes, c'est le thème que l'on utilise lorsque l'on parle de montagne, pas seulement dans notre pays, mais également dans d'autres pays, la Suisse et d'autres pays. Donc, on repense la ruralité non seulement en Europe, mais également en Chine, dans le Midwest, enfin un petit peu partout. Et donc, la centralité de l'urbain, des grands territoires métropolitains, est côtoyée également par des considérations sur les autres régions, à caractère non urbain. Donc, dans ce contexte où émerge la dimension de l'habitabilité, c'est là une nouvelle dimension sur laquelle on réfléchit. Dans ce contexte, le patrimoine est en train de changer parce que si l'on raisonne sur une habitabilité nouvelle possible du territoire alpin, cela signifie qu'on n'a plus seulement une optique de tourisme, de conservation, de valorisation,
du patrimoine, mais plutôt un retour à la vie dans ces régions. Et revenir vivre dans ces régions, cela veut dire revenir à la production, construire l'économie à travers une nouvelle agriculture, par exemple, ou bien à travers l'innovation technologique et beaucoup d'autres éléments que nous n'avons pas le temps de développer aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue, eh bien, le thème du patrimoine, qui n'est plus seulement synonyme de conservation, est en train de changer. Pourquoi? Eh bien, si je pense à la région où j'habite, il y a des actions de redynamisation qui entraînent une utilisation active du patrimoine. Donc, on ne fait pas seulement des maisons secondaires pour le tourisme. Au contraire, on est en train de créer les conditions d'une nouvelle habitabilité pour de nouveaux habitants, des anciens habitants, mais également de nouveaux habitants qui viennent s'installer dans nos vallées. Ceci entraîne une modification, évidemment, parce que souvent, il n'y a plus seulement la dimension culturaliste de cette interprétation de l'architecture historique. Il y a une autre dimension. On voit entrer de plein pied la question matérielle de cette architecture. Comment faire une étable? Comment produire? Comment remettre un paysage à terrasse une nouvelle fois à l'ordre du jour parce qu'on doit utiliser le territoire. Eh bien, on est en présence donc d'une transition historique à mon sens. La patrimonialisation et la conservation aujourd'hui ne sont plus les seuls éléments de repère. On est aujourd'hui en présence d'une vision qui est en cours de construction où les montagnes sont habitées, certes, de façon discontinue, mais elles sont un lieu d'habitabilité. Et ceci pose des questions qui sont des questions qui semblent paradoxales, mais qui ne le sont pas en réalité. De nouvelles questions. Parce que si un jeune homme veut s'installer à la montagne pour faire de l'agriculture ou qui veut créer une application sur le thème de l'innovation technologique, ou bien également un autre aspect, l'aspect de la reconstruction de l'habitabilité de la montagne à des fins sociales, eh bien, ceci crée une dialectique avec le territoire, avec l'architecture dont nous héritons. Et ceci donne lieu donc à des points de vue totalement nouveaux. Il n'y a plus donc seulement cette dimension culturelle de la conservation à des fins de consommation touristique, mais d'autres points de vue liés à l'habitat, points de vue qui remettent en jeu le caractère matériel des territoires dans une optique d'habitat qui tient compte de la productivité et donc de l'économie aussi, pour donner naissance à des formes de société dans le territoire alpin. Je vous remercie. Je remercie une nouvelle fois Arcalp pour les articles, ainsi que les différents intervenants pour les très belles interventions de ce soir, les architectes Capaole et Navone. Et comme toujours, je remercie évidemment la Fondation Courmayeur et l'Ordre des architectes de la vallée d'Aoste pour ces colloques extrêmement importants et extrêmement intéressants. Merci. En conclusion, eh bien, je vous salue tous. Je remercie tous les intervenants pour ces très belles interventions, pour ces très belles communications qui ont été présentées ce soir. La collaboration avec l'Institut d'architecture de montagne et avec la revue Arcalp se poursuit et donc au cours de l'automne, nous allons présenter le numéro 8 d'Arcalp. Je ne sais pas si, Roberto, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, on va laisser un petit peu de suspense. Il ne faut pas tout dévoiler. Mais il y a eu quand même des indices qui ont été fournis. Oui, oui, c'est vrai. Petits indices. Merci, merci à tout le monde et bonsoir. Bonne soirée.